kasi abomoy esila kate esika moye kenda kanaliwa lelo nkolomboka okoyebanga biso nyonso totelema mpona bana Afrika sambela. Donc le monument, c'est un petit peu un monument assez particulier. Premièrement, pour la date à laquelle elle a été construite. Le monument a été construit, donc l'idée venait des années 63, mais en fait c'est en 70 seulement que le prince Albert, qui est maintenant le roi Albert, a inauguré ce monument. C'est une chose, donc c'est un monument qui date d'après la colonisation. C'est à peu près le seul, je crois, qui date qui a été fait après la colonisation, parce que la majorité des monuments, comme il y en a qui se trouvent encore à Schaerbeek, ils ont été faits pendant la période d'Albert Ier, donc juste après Léopold II. Ça, c'est la grande période des monuments coloniaux. Deuxième élément qui est important, c'est que le Belge, l'officier avec sa casque anglaise, et le Congolais avec son fess de la force publique sont sur la même hauteur visuellement. Tandis que dans les autres monuments coloniaux, il y a toujours une figure symbolique congolais qui dit merci à la Belgique qui est plus haute comme ça. Il y a cette image-là qui est coupée ici. Et troisièmement, c'est en forme de cercle un petit peu, donc comme une accolade. Et les mains symbolisent la fraternisation entre les deux. Et c'est un petit peu logique parce que ce sont des anciens coloniaux militaires qui ont fait ça, et ils savaient combien ils dépendaient des soldats congolais, parce qu'il y avait seulement les officiers qui étaient les Belges, la grande force de la force congolaise, et qui ont fait de très grandes batailles importantes pour la Belgique. Et il y en a trois qui sont mentionnés. Redjave est peut-être la moins connue, et c'est une bataille un petit peu spéciale parce que Redjave c'est au nord du Congo actuel. Et là, ils sont partis, en fait, ils ont combattu les troupes soudanaises, mahdistes, et ce qui a donné, en effet, que Léopold avait deux colonies. Ce que les gens ne connaissent pas, mais par exemple, il a la rue des colonies en pluriel, et qui a été fait en 1908, au moment que la Belgique a repris, et c'est déjà au pluriel, tandis qu'on n'avait pas encore le Rwanda ou le Burundi. Eh bien, la deuxième colonie, elle a été faite grâce à la bataille de Redjave. C'est une partie du Soudan actuel, la province de Bahr al-Ghazal, et donc avec la plus grande ville, Lado sur le Nil, parce que Léopold voulait aussi avoir le Nil. C'était une débouchée aussi pour ces matières, parce que le fleuve Congo n'était pas tellement navigable au début, mais maintenant il faut le chemin de fer. Donc c'est une bataille assez historique, mais donc cette partie-là, on appelle ça l'enclave de Lado. La Belgique ne l'a pas eu parce que en fait Léopold l'avait en location des Britanniques. Donc après sa mort, c'est retourné au Soudan et maintenant ça fait partie du Soudan. Mais en fait, la force publique a été en dehors du Congo et les autres aussi, c'est tout à fait en dehors. Tabora, c'est une bataille très importante. Il y a encore une rue Tabora près de la bourse. Oui. Et donc Tabora, c'est une grande ville à l'est du Tanzanie actuel, qui était le Deutsche Ostafrika, la colonie de l'Allemagne en Afrique de l'Est. Là, pendant la Première Guerre mondiale, la force publique a battu les forces allemandes et puis ils les ont pourchassés à d'autres endroits qui se trouvent sur une petite borne ici. Et donc, qu'est-ce que ça a donné? Ça a fait que, après la Première Guerre mondiale, la Belgique a reçu comme butin de guerre le Rwanda et le Burundi, mais aussi, on oublie, Eupen et Malmedy. Donc c'est quelque chose de
puisque maintenant encore, on n'a Ça, plus c'est Rwanda, donc, Burundi, mais donc il y a toujours un Pene Malmedy, hein, donc, et c'est grâce aux soldats. À la bataille de Tabora. Oui, et donc Sayo, ça c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale, hein, les dates sont claires, Ouais. et ça se trouve en Éthiopie, parce que la force publique a voyagé beaucoup pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont été même au Nigeria, mais là, oui, donc, mais la bataille la plus importante était à Sayo, et donc il y avait encore 2 autres endroits où ils ont livré combat, mais ça c'était les troupes fascistes italiennes, parce que donc l'Éthiopie était une colonie italienne, et là la force publique a vraiment anéanti les troupes fascistes. Ils ont pris prisonniers à Sayo 9 généraux italiens et 175 officiers, je crois. Et donc ce qui a fait que, quand on compare ça avec ce qu'on a fait ici en Belgique, hein, la Deuxième Guerre mondiale, c'est quelques jours qu'on s'est combattu, pendant que là-bas c'était jusqu'à 40, jusqu'à 44 en fait. Parce qu'après, les mêmes troupes ont été en Égypte et même en Palestine, à Ashdod. Et donc et ils ont été démobilisés seulement en mai 44. Et donc ce sont des batailles faites par des Congolais sous les ordres des Belges, mais aussi on était alliés avec les Anglais et dans la Première Guerre mondiale et dans la Deuxième Guerre mondiale, et donc qui ont apporté un certain prestige à la Belgique, des trucs matériels, comme pendant la Première Guerre mondiale, aussi la Deuxième Guerre mondiale, le fait qu'on était avec les victorieux, parce qu'on a été battus ici, hein, sur le front européen, mais on était chez les victorieux grâce à la force publique. Oui. Donc Mahenge, c'était le dernier refuge des troupes allemandes en Tanzanie actuelle. En fait, la ville se trouve, c'est une assez petite ville, maintenant on ne se trouve pas tellement loin de l'océan Indien, donc vraiment à l'est de la Tanzanie. Et ça a été la dernière grande bataille. Là, c'est le quartier général allemand qui s'était réfugié et qui a été pris par les Belges, la force publique, et en même temps avec les Anglais. Et il y a eu une dispute parce qu'on a pris le drapeau des Allemands. Et on se disputait, est-ce que les Belges vont l'avoir ou bien les Anglais. Et qu'est-ce qu'on a fait? Compromis à la Belge, on a coupé en deux. Une partie se trouve au British Museum et l'autre partie se trouve dans le musée africain de Namur, un petit musée colonial qui n'est pas connu, mais donc le drapeau est là. Bien. Il est vraiment bien ce musée. Usoke, c'est de nouveau en Tanzanie, mais tout près du Congo. C'est en fait quand ils ont traversé la frontière avec la colonie allemande, la première bataille qu'ils ont fait, même avant Tabora. Mais donc ça a été décisif dans le sens que, comme ils ont gagné là-bas, ils pouvaient continuer vers Tabora. Kasongo, c'est vraiment le tout début de la colonisation, au moment qu'il n'y a pas encore les frontières fixes du Congo. Parce que l'est du Congo, à ce moment-là, est contrôlé par des Zanzibarites qui faisaient surtout le trafic de l'ivoire, qui c'était le matériel le plus intéressant à ce moment-là. Le caoutchouc est venu après. Donc il fallait bien faire un compromis, ce qui n'a pas marché, ou bien il fallait faire la guerre, et Kasongo c'était le quartier général des Zanzibarites et qui a été pris dans cette bataille-là, et comme ça les Zanzibarites se sont repliés sur Zanzibar, là où ils étaient partis. Ce sont eux qui ont introduit le Swahili dans le Swahili, parce que ça veut dire la langue de la côte, donc c'est comme ça que toute cette partie en fait qui parle encore maintenant Swahili au Congo, ça a été contrôlé par ces Zanzibarites, surtout commercialement, politiquement, ça ne leur intéressait pas grand-chose. Donc l'Indi, en fait, c'est une rivière à l'est du Congo. Et là, s'est fait une bataille des troupes belges. Allez, c'était encore Léopold II, mais quand même contre les Batetela. Les Tetela, c'est un grand peuple de l'est du Congo qui travaillait avec les Zanzibarites. À un certain moment, ils ont décidé de travailler avec Léopold II parce que c'était plus opportun pour eux. Mais ils ont constaté qu'ils étaient maltraités, beaucoup plus que par les Arabes. Alors ils se sont révoltés, c'est une révolte qui a pris beaucoup de temps, et c'est un certain Henri, c'est son nom de famille, qui a fait la bataille et qui après s'appelait Henri de la Lindi, qui a été anobli. Ce qui est important peut-être aussi de dire, c'est que le Mumba était un Tetela.
Et quand on voit les discours aux 60 de Lumumba, il y a certaines ressemblances au discours qu'on a récupéré du leader des Tetela. Il y a les mêmes reproches contre les Belges déjà à ce moment-là. C'est comme la tradition orale africaine a transmis ça chez les Tetela. Birmanie, c'est à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc quand la force publique était déjà avec les Anglais en Égypte et en Palestine. La force publique a envoyé un corps médical pour aider les troupes anglaises qui avaient des très forts problèmes en Birmanie. Il y a des batailles fameuses qui se sont livrées là. Et donc ça, c'était vraiment pas une force combattante, c'était une force médicale. Oui. Et c'est pour ça que c'est bien que la communauté congolaise peut récupérer ça, parce que ça parle du soldat inconnu congolais. Hein. Et surtout, ça a été légitimé par le souverain. Donc, Oui, et même vous voyez le fait que les coloniaux qui ont pris l'initiative, c'était le général Van der Merch dans le temps, qui a maintenant sa rue Van der Merch. C'est lui qui a pris l'initiative. Oui, parce qu'il était habitant de Schaerbeek, et donc en 63 comme ça. Mais puis ils avaient des problèmes d'argent pour financer ça, donc ça a traîné jusqu'en 70. Mais comme c'était les coloniaux, quand même, ils ont mis ce symbole de fraternité. Donc il y avait déjà cette idée de collaboration. C'était plus l'exploitation coloniale, mais c'était l'amitié. Et c'est pour ça que le monument peut être lu des deux côtés sans que ça se contredise. et il y a beaucoup de sociétés qui ont financé en fait J'ai la liste. Et il y a même beaucoup de... dans le temps, la commune a fait une très bonne exposition quand j'habitais encore ici. Il y a pas mal de compagnies coloniale, il y a beaucoup d'individus, mais il faut voir. La CIBECA, la Banque belgo-congolaise, ça c'est la Société Générale en avant, donc Congofina, donc ça sont, et il y a les montants. Et donc parce que on vendait des pierres symboliques comme ça. Et il y a des souscriptions individuelles aussi, oui, énormément. Oui, tout ça c'est... Et je suppose qu'il y avait déjà un milieu associatif c'était tout. Tout était... Dans le temps, il y avait pas mal d'organisations d'anciens coloniaux. Ce sont toutes les associations qui existent. Ils avaient tous leur bureau numéro 20 rue de Stassard, jusqu'à très récent. Maintenant, ils n'ont plus l'argent pour payer. Ils ont déménagé vers Charleroi, je crois. Donc Italie, c'est parce que la force publique a combattu les Italiens. Oui, là c'est déjà plus connu. C'est connu, mais en même temps, il y avait aussi un corps médical, comme on était allié avec les Britanniques au Moyen-Orient, qui a été aussi en Italie pendant la guerre en Italie même. Donc il y avait un petit détachement médical des forces publiques. Et donc ce qui est plus important en fait, ce sont les combats qu'on a fait contre les fascistes italiens au nord du Congo et au Soudan, et jusqu'en Érythrée en fait. Au début de la Deuxième Guerre mondiale, les troupes de la force publique étaient envoyées par bateau vers les colonies françaises de l'Ouest parce qu'elles étaient contrôlées par le régime de Vichy qui collaborait avec l'ennemi. Donc, mais quand ils arrivaient, le régime de Vichy n'avait plus le contrôle et donc c'était pour rien. Alors, il y en a qui sont repartis par bateau, qui ont fait le tour de l'Afrique jusque dans le canal Suez. Il y en a d'autres, une colonne motorisée de 1000 véhicules qui a traversé toute l'Afrique comme ça. Ils sont arrivés par le Tchad et puis au Soudan. Au Soudan, ils se sont battus déjà à Khartoum et puis ce sont eux qui ont continué vers Sayo, l'Éthiopie qui est à côté du Soudan, et ce sont eux qui ont été qui sont passés vers le canal Suez où ils ont combattu avec les Anglais. Et à un certain moment, les Anglais les ont appelés aussi pour venir en Palestine parce que c'était en 41-42. À ce moment-là, les colonistes sionistes juifs faisaient des attaques terroristes contre les Britanniques parce qu'ils voulaient faire Israël, ce qui est devenu Israël. Et donc les Britanniques avaient besoin de forces auxiliaires. Et c'est comme ça aussi, il y a une très belle photo qui existe de toute un bataillon
des Congolais qui visitent Jérusalem parce qu'ils avaient aussi des congés comme ça. Donc et aussi des photos quand ils visitent les pyramides au Caire comme ça. Mais c'est parce qu'ils ont combattu là. Et ça a eu une influence sur le nationalisme congolais, il paraît. Parce qu'un de ces gens qui ont fait tout le tour et qui s'est combattu avec les Anglais, je ne me rappelle plus son nom, mais c'est lui qui est le compositeur de Indépendance Tcha Tcha Tcha. Et dans le temps, la RTB a fait un documentaire là-dessus, et il est encore là-dedans, et il montre ses papiers, il disait, là, j'étais belge en Égypte, et quand je suis retourné de nouveau, c'était à 6 heures, quitter la ville et tout ça. Et aussi un sentiment de panafricanisme, parce qu'ils avaient vu toute l'Afrique, hein, et ils sont descendus du bateau à Cape Town, hein, en Afrique du Sud, et ils ont vu beaucoup de choses en Afrique, et donc il y a le début du panafricanisme et du nationalisme congolais. Mais c'est très vague à ce moment-là. Hein. Mais déjà, donc il y a eu une influence. La force publique a aussi joué à regrouper tout le peuple congolais. Hein. Ça s'est fait aussi en Belgique. C'est Nigeria, donc la force publique était envoyée vers les colonies françaises de l'Afrique de l'Ouest qui étaient contrôlées par Vichy. Et donc, quand ce n'était plus nécessaire, ils ont traversé le Nigeria et puis ils sont allés jusqu'au Moyen-Orient. En fait, c'est une des étapes. Au niveau chronologique, il n'y a pas eu vraiment de combat là-bas, mais ça a été une présence parce qu'on a voulu se battre contre Donc ça, les Français. c'était au moment de la Seconde Guerre mondiale, à Début, cette époque-là, au début début, de la Seconde Guerre mondiale. Ok. Abyssinie, c'est l'ancien nom de l'Éthiopie. Hein. C'est comme ça qu'on l'appelait donc pendant la Deuxième Guerre mondiale, comme c'est mentionné sur le monument. Hein, il y a eu des batailles contre les Italiens. Et c'est pour ça que dans cette colonie italienne aussi, il y a eu ces batailles. Donc. Mais ça de moins d'importance. On a mis les grands batailles sur le monument même. Le reste, c'est pour se souvenir les détails de ce que la force publique a fait. Mais c'est pour ça que c'est un monument très intéressant, mais il faut connaître son histoire. Tout à fait, c'est pour ça qu'il faudra peut-être une petite pancarte explicative, parce que ça ferait du bien. Ce monument qui est d'une importance particulière pour l'amitié belgo-congolaise et qui est aussi d'une certaine importance pour le patrimoine de Schaerbeek. Qu'est-ce que ça représente en fait en termes d'attractivité touristique Je pense qu'il faut le faire connaître. Moi j'habite juste derrière. J'étais intrigué, tu m'as éclairé, mais je veux dire, les gens ne savent pas grand-chose de ce monument qui est ici, qui a une place, je dirais, importante, ici au Square Riga. Ce serait bête que la mémoire disparaisse alors qu'on a un monument qui justement peut la porter. Donc je pense qu'il faut faire savoir ça. Il y a des écoles dans les environs, il faut que les enfants soient au courant de la raison pour laquelle il y a un monument, qu'ils en comprennent la symbolique. Il faudrait demander à la commune de mettre une plaque explicative. Il y aurait devant la pelouse 2 plaques explicatives, ou plusieurs d'ailleurs, en plusieurs langues. Je pense que ça permettrait de mieux comprendre. Je pense que c'est aussi important de mettre en évidence le symbole que ça représente en termes de souvenirs communs des Belges et des Congolais. Des Congolais qui sont au Congo, mais des Congolais qui vivent ici aussi. Donc qu'on puisse assumer quelque part ensemble effectivement ce passé glorieux, cette solidarité, puisque d'une certaine façon, si on a pu gagner un certain nombre de batailles, on l'a vu tout à l'heure en faisant le tour du monument, et les explications qui nous ont été données par l'historien, eh bien c'est parce que des Congolais se sont battus avec les Belges, à côté des Belges, avec les Anglais, avec les Alliés, pour gagner un certain nombre de combats importants au moment de la guerre 14-18, au moment de la guerre 40-45. Et en termes d'événementiel, s'il y avait des choses qui se passeraient sur cette place-ci, ça pourrait apporter pas mal d'opportunités. Je pense que si effectivement on connaît le symbole, on comprend et il faut l'habiter. Il faut que les gens sachent que ça se trouve ici. Tout à fait. Ils y viennent. Et je pense qu'effectivement, dans ce cas-là, il y a une série de rencontres qui sont possibles et de démarches. Tu voulais organiser un marché
annuel des éditeurs africains. Des éditeurs africains, ça c'est quelque chose qui pourrait se faire ici et qui pourrait du coup apparaître comme naturel. On le fait ici évidemment parce qu'on connaît l'histoire. Oui. On doit mieux la connaître pour qu'effectivement il y ait cette attractivité positive qui se puisse se dérouler sur Schaerbeek. Ok. Alors bon, nous sommes réunis ici tous les trois, donc Denis Grimberg, tête de liste de la liste CDH à Schaerbeek, Maïva Custine, Ange Nawasadio, pour inviter le monde associatif et la société civile au lancement de la campagne du CDH, 19 septembre, à la salle des mutualités à la place Collignon. Voilà, Voilà. à 20h. À 20h. Avec la présence de Benoît Ludienne et de Benoît Benoît Serret. et de Benoît Serex. Voilà. Et une troupe, il y aura une animation Et il y aura une musicale. animation musicale, donc les mamans d'Ntima, donc des mamans africaines qui vont nous initier au chant africain. Et une Bienvenue dernière à question, tous. Bienvenue à tous. une fois élu, que pouvons-nous espérer pour cet espace? Pour cet espace, Oui. comme on l'a dit tout à l'heure, Oui. on va le mettre, Nous tiendrons notre promesse. on va Nous le nous mettre en engageons. valeur, on va expliquer On s'engage à la population ce que représente ce symbole, parce que c'est important que les gens soient au courant. Il y a ici un espace qui est dédié à l'histoire, à une histoire partagée entre le Congo et la Belgique, entre les Congolais et les Belges. C'est important que les gens qui vivent ici dans le quartier soient au courant de ce que ce symbole représente. Plus largement, il nous semble que cela vaut la peine dans les écoles d'enseigner l'histoire commune et notamment la participation de la force publique dans les campagnes africaines au moment des 2 guerres mondiales. Et je rajouterai en plus que nous allons, donc avec l'aide de Denis, nous allons demander donc, au conseil communal d'étudier la question d'un jumelage avec la commune de Kasavubu qui a donc la sœur de ce monument. Ce monument existe en double, il est répliqué donc dans la commune de Kasavubu à Kinshasa. Et nous allons opérer donc un rapprochement entre Schaerbeek et la commune de Kasavubu au niveau culturel et d'autres domaines. Et donc cette question va être étudiée. Ça, c'est une de nos promesses certaines. Et pour ce faire, nous allons organiser une journée où nous ferons une conférence. Comme nous avons eu l'opportunité de découvrir l'importance de ce lieu, nous allons organiser une journée de conférence où nous allons vraiment montrer l'importance de ce monument et en même temps montrer qu'effectivement, parce qu'on parle toujours de multiculturalité, on va parler d'intermulticulturalité. Vraiment cette transmission de savoir, le respect de son identité, mais le respect de soi et des autres. Très bien. Voilà. Okasia bomoi esilakate esikamoye kenda kanaliwa lelo nkolomboka okoyebanga biso nyonso totelema mpona bana Afrika Sambe